Yorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Du 24 au 26 avril prochain, le premier marché des matières premières de l'artisanat traditionnel aura lieu au jardin du musée de Tahiti et des îles. Cette initiative nous questionne sur les matières premières en général, celles qui sont locales et celles qui sont utilisées dans l'artisanat. Justement, on va en parler avec Vanessa Kineo, responsable du pôle développement du service de l'artisanat Yorana. Yorana. Kihituiho, qui est co-gérante à Tahiti. Yorana. Evaline Teotei, artisane spécialisée dans la fibre de Mautini et de Puro, Yorana. Yorana. Et enfin, Jean-Yves Tuihaa, maître artisan spécialisé dans la fibre de coco. Yorana Ari. Alors, Vanessa, quand on parle des matières premières, c'est quoi les premières problématiques par rapport à l'artisanat traditionnel? C'est notamment la difficulté d'approvisionnement des matières premières. Donc, dedans, on va retrouver une raréfaction des ressources. C'est également le cas avec les artisans qui préparent la matière. Certains sont tellement peu que c'est difficile aussi de trouver les matières qu'ils préparent. Et enfin, il y a également la transmission. Alors juste si on parle de ces matières premières, on en a quelques-uns présents sur le plateau, à savoir de la fibre de coco et du coco en général. On en a aussi au niveau de Evaline qui porte une très jolie fleur, je suppose que c'est en fibre de Mautini, c'est ça? C'est ça. Donc Vanessa, on a toutes ces matières, mais il y en a plein d'autres. La nacre, le peoré, ça fait partie de ces matières premières? Oui, bien sûr, la nacre, le peoré, le bois également. Mhm. Les différentes essences de bois, la pierre aussi fait partie des matières premières. Les matières animales aussi, donc quand on parle de matières animales, c'est la peau, les os, les rostres d'espadon par exemple aussi, ça fait partie des matières premières. Donc on a énormément de diversité quand on parle de matières premières dans l'artisanat traditionnel. Et c'est notamment toutes ces matières qu'on va retrouver lors de notre événement la semaine prochaine. On va voir avec nos artisans et artisanes présentes sur le plateau déjà. Par exemple, Kiki, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Aoa Tahiti? Qu'est-ce que c'est? Donc, à Tahiti, on est connu pour nos bols en coco personnalisés. Cette année, on va fêter nos 5 ans. Et si on parle justement de l'approvisionnement, ça a été ça notre grosse difficulté. On pourrait croire que finalement, des noix de coco, on en a tous dans notre jardin. J'allais te dire, oui. Ouais. C'est à profusion partout, mais finalement, il fallait... on en trouve énormément avec ceux qui font du lait de coco. Mais c'était pas cassé comme il fallait, c'était pas coupé comme il fallait. On a dû nous-mêmes créer notre filière pour qu'on puisse avoir des cocos qui soient adaptés à ce qu'on voulait faire. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient pointus, il ne faut pas qu'ils soient trop fins. Donc, grâce à un sourcing, grâce aux différents marchés qu'on a pu faire, on a pu être mis en relation avec un fournisseur de Huahine qui accepte de sélectionner les cocos avant de nous les envoyer. Comme ça, maintenant, 100% de nos matières sont réutilisées. On n'a pas de gâchis et surtout, on crée de l'économie circulaire derrière. Comment est-ce que tu as eu l'idée? Donc, tu es co-gérante, hein, donc vous êtes deux à avoir eu l'idée. Comment ça s'est passé? C'est vraiment venu du constat du gaspillage des ressources. Hein. Mhm. Iriata, il vient de Mataïva. Tu vis principalement du copra, de la pêche. Et malheureusement, le copra, qui fait partie de l'économie principale des Tuamotu, c'est vraiment du gaspillage parce qu'on va juste récupérer la chair. Oui. Tout le reste, la fibre, la coque, est brûlée, au mieux broyée pour être utilisée dans du compost. Donc, c'était venu de ce constat-là. Et après, de par aussi ma formation, je suis ingénieure dans la gestion des déchets. Mhm. Mon but, c'était de pouvoir aussi accompagner pour lutter contre l'utilisation des barquettes en plastique, des gobelets en plastique. C'est de là qu'est venue l'idée de se dire, OK, on va utiliser nos ressources locales pour faire quelque chose de bien pour notre Fénois, qui a une utilité également. Evaline, un peu dans la même idée, d'où te vient le savoir que tu as autour de la fibre de Mautini, donc Mautini, citrouille, hein, potiron, et de Puro? D'où ça te vient? Eh bien, ça me vient de toutes les mamans de l'artisanat de Mamistela. Mhm. Ça vient de là. Alors, j'ai appris à tout faire. Alors, les mamans là-bas, m'ont appris à faire sur les tiges de potiron. Ok. Voilà. C'est toi qui as fait la demande, c'est eux qui te l'ont passé et surtout, c'est pas comment dire, habituel Non, de voir. c'est moi qui est parti demander pour m'apprendre à faire. Mhm. Alors, je suis partie avec tous ces mamans-là. Maintenant, tous ces mamans sont partis. Ben, ils m'ont donné le savoir à moi pour faire. Et ensuite, Et transmettre. ensuite, c'est voilà. Une autre ressource qui est assez rare, hein, on voit
souvent sur des créations, mais pas forcément en préparation. C'est la fibre de coco. Donc, avec Jean-Yves, bon, on te connaît, hein, tu es connu et reconnu dans la fibre de coco. Raconte-nous comment est-ce que ça t'est venu à la base, au tout début. Comment ça m'est venu? Ben, j'ai connu un copain qui faisait déjà ça. Mhm, Il travaillait avec les Kichis, les pelles. Il s'appelle Raymond, hein. Je sais pas son nom de famille, mais mhm. il s'appelle Raymond. J'espère qu'il me voit là. Et quand il m'a montré ce qu'il faisait, je suis tombé amoureux. De la fibre de coco. Ouais, j'ai de la fibre de coco, de ce qu'il faisait, ce qu'on pouvait faire avec la fibre de coco. Et de là, je suis parti, j'allais le voir tous les jours pendant 3 mois Mhm. pour apprendre à faire non seulement le bijou et la matière première, la fibre de coco, quoi. Comment avoir la fibre, comment il faut choisir le coco, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris. Est-ce que c'est la mise en valeur de toutes ces ressources primordiales, Vanessa, qui est l'objectif de ce premier marché des matières premières? Exactement, on a mis en place ce marché notamment pour mettre en relation les artisans préparateurs et fournisseurs de matières premières avec des artisans qui sont créateurs, mais également tout le monde culturel tel que les chefs de groupe, les costumiers, les costumières, les écoles de danse qui, eux, pendant les grandes périodes culturelles comme le Heavy Tahiti, Ça se etc., rapproche, oui. voilà, puissent entrer en relation avec ces artisans et créer ainsi des échanges commerciaux. Et à côté de ça, cet événement va être également l'occasion de sensibiliser le grand public à la préservation des ressources parce que quand on utilise du coquillage dans dans les créations, quand on utilise du paoré, il se pose aussi la question de sourcer, en fait, de remettre en place toutes ces ressources. Et c'est sur ça aussi qu'on va sensibiliser le grand public et nos artisans, bien sûr. Alors déjà, se procurer la matière première, tu nous disais tout à l'heure, c'est assez difficile. Récemment, j'ai cru comprendre que la nacre avait augmenté en termes de prix, par exemple, mais ce sont des difficultés qui sont présentes sur Tahiti ou dans toute la Polynésie. Comment ça se passe? Alors, il y a effectivement des difficultés d'approvisionnement sur quasiment l'ensemble des métiers d'artisanat, donc comme le paoré, la nacre, tu le disais aussi. La nacre, c'est notamment parce que les perliculteurs vendent en conteneur les nacres en Asie, en fait. Mhm. Et donc, après, il y a un travail qui se met en place avec eux actuellement, avec le service. On a également pour projet de mettre en place un séchoir de Pandanus à Rimatara pour venir pallier cette problématique d'approvisionnement en paoré. Mhm. Mais c'est vrai peut y avoir des différentes sons de cloche entre les artisans qui sont de Tahiti et les artisans qui sont aux Australes, par exemple, parce que le service a fait des missions depuis le début de l'année. On est allé à la rencontre des artisans dans les archipels et notamment aux Australes, et c'est vrai que eux ne rencontrent pas forcément de difficultés d'approvisionnement en paoré, sauf quand il y a des problèmes climatiques comme énormément de pluie. Mhm. Donc là, toutes les récoltes de paoré peuvent être perdues. Mais au sein même de l'archipel, ils n'ont pas de difficulté au niveau d'avoir de l'approvisionnement pour les pipitas de paoré. Et c'est vrai que cette difficulté va plutôt se retrouver avec les artisans vanniers de Tahiti, par exemple, parce que aux Australes, ils vont d'abord penser à leur propre consommation C'est avant normal, oui. d'exporter à Tahiti le surplus de rouleaux, par exemple. Et toutes ces difficultés, donc bon, vous en faites pas vraiment face, vous faites pas face à ces difficultés qui vivent, puisque tu nous disais tout à l'heure, vous avez déjà un fournisseur dans les îles ou ça reste quand même compliqué de pouvoir répondre à la demande du public? Alors, il faut savoir qu'il y a des périodes aussi pour le coco. Quand on va arriver en saison froide, Mhm. fraîche, vers juin-juillet, au niveau du papehari, on va pas en avoir aussi en abondance qu'on a le reste de l'année. Donc, ce qu'on fait, on a de la chance d'avoir une matière qui se conserve assez bien. Il faut qu'on anticipe ce stock-là aussi en amont tout au long de l'année. Donc, grâce à ce fournisseur-là, mais qui est unique pour le moment, on arrive à gérer ça. Mais si on devient plusieurs producteurs de bols en coco qui ont besoin de cette matière-là, ça risque d'être problématique si on part juste sur cette... comme je le disais, il faut que le fond soit assez plat si c'est Mais le mets pointu. bien au niveau de ton visage, comme ça au moins on le voit bien. Si le bol il est pointu, lorsqu'on va faire le ponçage, il va se percer. Donc en fait, on ne peut pas prendre des cocos qui sont assez pointus pour le faire. Donc il y a toute cette sélection-là qui a été faite en amont où on a dû jouer avec plusieurs voyages avec notre fournisseur. J'allais justement te poser la question ça veut dire que si vous avez qu'un seul fournisseur, on peut pas juste prendre un coco du jardin et te dire tiens,
Vas-y, fais-moi un coco, un bol. Il y a vraiment une sélection en amont. Par rapport à nous, les différentes gammes qu'on a créées, on a des prérequis. On a besoin que le bol soit assez stable. Du coup, on pourra te dire si oui ou non on pourrait le faire. Et après, il y a d'autres objets qu'on a pu créer. On a fait des dérivés pour éviter justement de gaspiller. On a des attaches paréo, par exemple. Et on a de plus en plus d'artisans qui nous sollicitent pour faire leur name tag. C'est souvent fait en acre. Et de Ok. plus en plus, ils nous demandent pour mettre leur nom sur leur panier, sur leurs vêtements, des petites rondelles de coco gravées. Donc, on a pu aussi, ça nous permet, nous, de conserver des chutes de coco. Au lieu de les jeter, on peut les valoriser autrement. Est-ce que Jean-Yves, c'est un peu la même chose pour toi? C'est pas n'importe quelle fibre que tu peux prendre ou non, c'est l'inverse? Non, ouais, ben dans le coco aussi, on peut pas aussi prendre tous les cocos. Si on pouvait tout prendre, quel choix, tu Ça, vois. c'est le plus facile, bah Il est oui. plus facile aussi. Là, en fait, on choisit le coco. Faut qu'il ait une certaine longueur, qu'il fasse au moins mon avant-bras. Ah oui, bah oui, ça fait un gros coco du coup, hein. Voilà, un long coco, hein, et qu'il a la forme d'un ballon de rugby, Ok. pardon. Donc C'est- tous les autres, c'est impossible de Non, pouvoir faire. ça dépend aussi. Après, il faut tester. Il faut qu'on le tape ou regarder, hein, Mhm. si elle a de la bonne fibre ou éventuellement faire les bijoux. Tu vois. Comme je Mm. prépare moi-même ma matière première, ensuite je fais les bijoux. Bon, du coup, après, par exemple, quand je vais chez mon coco, ben, il y a un cocotier là, à TFTN, là, à l'OTAC, hein. Oui, c'est faire les Ben, c'est tailles, oui. là-bas que je vais me fournir. Ça Hein. dit à tout le monde. Je l'ai dit à tout le monde, du coup tout le monde va aller là-bas. Non, je crois pas que tout le monde peut aller là-bas parce que ce cocotier, à un moment, tout le monde est allé chercher, il est tombé malade. Ah, Ah, Tu vois, c'est un coco, je pense ma collègue, elle sait que quand on veut du coco, ben, un cocotier, il faut savoir quand on cueille le coco, il faut pas tout cueillir. Mm. Il faut quand même laisser qu'il y a des petits. Si mm. tu cueilles, tu peux plus avoir la même, Quantité? ben, pas la même quantité, la même qualité. Ok. Mm. Le coco, il peut virer un autre. Ok. Ah oui, en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça quand on parle de matière première. C'est pas juste on prend quelque Ouais. chose, quelle Non, que soit hein, la matière, on prend quelque chose et on en fait un produit. Je suppose que c'est un peu la même chose pour toi, Evaline. oui, Quand on parle de Motini, il y a pas, c'est pas n'importe quel Motini, c'est pas n'importe quel pro. voilà, ce n'est pas n'importe quoi, hein. Il Mhm, faut ramasser les motini. Il faut aussi que tu ailles voir. Parce que des motini, il y en a des petites tiges aussi, mhm. hein. C'est difficile de faire quelque chose avec ça. Alors, il préfère prendre les langues comme il lui dit aussi, hein. Voilà, c'est ça. Et comment ça se prépare? Parce que je t'avoue qu'en préparation de cette émission, je me suis dit spécialisée dans la fibre de Mautini, mais comment est-ce qu'elle fait? Tu vas prendre comment dire, le plan de potiron et après tu le sèches. Comment ça se Non, non, prépare? non. Il faut quand il va ramasser les tiges de motini, parce qu'il y a une façon d'aller couper. Mhm. Parce que tu ne peux pas couper n'importe comment sur les tiges de motini. Tu vois qu'il y a des fruits, mais tu ne coupes pas alors là, hein. Ok. Même devant aussi le bout, tu comptes à partir de 4, tu laisses. Après, c'est là que tu commences à couper. Ah oui, il y a C'est toute comme une ça. astuce. Oui, c'est ça. Et après, le reste, la découpe, le séchage, blanchiment Voilà, il peut-être. faut tremper dans l'eau, il faut le laisser monter, après laisser un mois. Mhm. Après, tu vas encore nettoyer. C'est très difficile à faire. Et ça donne quoi? C'est ce que tu as à l'oreille justement? Voilà, c'est celle alors que j'ai fait une fleur hier, ben, Mhm. avec tous les mamans de l'artisanat. Ben, c'est celle-là alors. C'est bizarre, ça ressemble un petit peu au Ça caca. ressemble au ruban. Tout le Oui, monde des me dit c'est du ruban, mais non, c'est pas du ruban, c'est une fleur de Montigny. C'est les tiges de Montigny. Mhm. Voilà. Vanessa, on voit qu'ils sont tous experts, hein, et ils nous Oui. disent bien des petites astuces. On ne peut pas prendre ci, on ne peut pas prendre ça. On les entend, ils sont experts dans leur domaine. Est-ce que c'était un des critères de sélection pour ce marché des matières premières? Non, c'était pas l'un des critères de sélection. Il fallait être déjà recensé au service, bien sûr, mais surtout être préparateur en fait de matières premières. Il n'y avait pas forcément d'expertise. Après, c'est vrai qu'on a fait appel à certains experts. Je pense notamment à Tevahine Tariki pour son expertise sur le Reva Reva, Mhm. qui se perd d'ailleurs, hein, et à Evaline pour le Mautini, parce qu'elles sont que deux à Tahiti à faire ça, hein. Donc, c'est plutôt vers ces matières qui deviennent de plus en plus rares. C'est important, la transmission
C'est très logique, hein, cette question, mais c'est important la transition du savoir-faire de ces matières en particulier, sinon ça risque de se perdre. Oui. C'est important dans l'artisanat à tous les niveaux, pas Mhm. seulement dans les matières premières. Dans la préparation, c'est très important, mais aussi dans la création, dans la façon, par exemple, de sculpter un motif marquisien ou tour à paix. Ça aussi, c'est important de le transmettre. Faire des bijoux en nappé, c'est important de le transmettre. Le mautini, mais même la vannerie. Tous les métiers, en fait, on espère qu'ils seront transmis et ça fait partie de nos missions aussi. Justement, Evaline, comment ça se passe vis-à-vis de la transmission de ce savoir? Est-ce que tu as des élèves? Est-ce que tu as des stagiaires, on va dire ça comme ça? Oui, il y a des élèves, il y a des mamans aussi qui viennent apprendre comment il faut faire sur les moutini. Mhm. C'est la première fois aussi qu'ils voient ça. Mhm. Voilà, quand j'expose, c'est là ils voient les tiges de moutini. Elle dit, comment tu as fait? J'ai dit, il y a une préparation à faire. Il faut aller voir l'endroit où il y a plein de moutini. Et puis, il faut aller couper si c'est dans l'herbe, il faut aller dans l'herbe. J'ai l'impression que c'est compliqué aussi ce métier de préparateur de matières premières, Oui. puisque en fait, vous Tout à faites fait. tout de A à Z. Ah oui, C'est-à-dire que là, tu nous parles de Mautini, mais peut-être que tu en plantes aussi chez toi, je ne sais pas. oui, j'en ai aussi sur moi. Voilà, Donc tu les plantes, tu les prépares et Voilà. pour finir jusqu'au produit final. Voilà, c'est ça. Ça te demande combien de temps à peu près? Ah, il faut 2 semaines pour aller préparer. Par exemple, pour ta fleur, tu as pris 2 semaines la préparation, Oui, puis la le tressage. préparation, voilà, il faut aller couper, puis Mhm. tremper dans l'eau, après il faut nettoyer, après il faut sécher. Il ne faut pas mettre au soleil. Voilà. Qui, un peu dans la même idée, Ouais. c'est toute une préparation qui Mm. demande beaucoup de temps, puisque je suppose qu'entre le moment où le coco est récolté, pour qu'il vienne ici sur Tahiti, que vous le prépariez, il y a du séchage aussi, je suppose. Oui, exactement. Donc là, aujourd'hui, mercredi, on a récupéré nos cocos au bateau. Arrivé à Tahiti, surtout pour les blancs, parce qu'en fait, c'est juste entre un bol blanc et un bol marron, c'est juste une différence de maturité du coco. Mhm. Donc là, on aura du papehari avec du nia pour les bols blancs. Derrière, on a vraiment voulu limiter le gaspillage pour être en cohérence avec nos valeurs de départ. Donc, l'eau de coco est récupérée et vendue au sein d'un établissement scolaire auprès des professeurs. La chair, notre voisin, il a un cochon, donc on lui donne la chair de coco. Et après, pour les bols marrons, donc les OPA, on récupère, on prédécoupe et ensuite on transmet à un fabricant de lait de coco sur Mahina. Comme Ok. ça, on fait du troc. Quand j'ai besoin de lait de coco, il m'en donne. Et moi, en échange, je lui file les cocos. Donc, lui, ça lui permet d'économiser. Au lieu d'acheter, il en a. Et moi, ça me fait des étapes en moins et surtout, je gaspille pas la matière. Après, bien sûr, il y a le séchage. Il y a toute cette partie-là à faire. Mais comme je disais, contrairement à d'autres matières, j'ai pas cette problématique de stockage. Lorsque les coques sont sèches, je peux les conserver pendant des années, elles vont pas bouger. Et c'est impressionnant tout ce que l'on peut faire avec le coco. Jean-Yves, j'ai entendu avec différents artisans qui disaient que le cocotier, c'est vraiment un arbre noble puisqu'on Ouais. peut tout Ouais. C'est utiliser. le plus noble de la matière première. Pour moi, c'est le plus noble. Mhm. C'est parce que le coco, tu fais tout. Le cocotier, tu fais une maison, tu prends les feuilles pour faire des, je sais pas, Toiture. des toiture, Toiture ou sinon des tu vois. paniers, oui. Voilà, Voilà, des c'est paniers, ça. on fait tout avec. Après, on prend ça, on récupère, toi. Et à Ouama, ils prennent pour faire des bols, ils font des trucs, des attaches ceintures. On peut se nourrir avec, Ouais. faire du lait Après, de moi, coco. quand je peut finis de boire taper aussi. la fibre de coco, toi, le reste, là, il y a Mhm. des gens qui me demandent s'ils peuvent prendre pour mettre dans leurs fleurs. Mm. Et ça fait du bien pour les fleurs. C'est pour ça qu'il est noble. Si on revient sur cette idée-là Après, de... Oui, vas-y, Et il nous Jean-Yves. donne du travail. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, de pouvoir faire nourrir les fleurs, qui est la réutilisation d'un déchet, entre guillemets, hein, c'est censé, comme tu nous le disais tout à l'heure avec le copra, c'est censé être brûlé ou jeté, à la limite broyé. Il y a un impact environnemental positif, c'était quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur, toi, de base. Oui, et effectivement, enfin, c'est vraiment l'un des boosters, en tout cas, de notre activité, ça a été de pouvoir valoriser une richesse qui finalement est habituellement jetée. Donc, on aurait voulu récupérer toutes les coques des
fabricants de mitihoué ou de lait de coco. Malheureusement, c'est pas coupé comme on le souhaite. On est toujours, en tout cas, dans la démarche de travailler avec d'autres. Après, on est une petite structure, donc on est limité aussi en capacité de réception des coques. Mais voilà, c'est sûr que l'économie circulaire, la valorisation, limiter les déchets, depuis qu'on a commencé toutes nos chutes de coco, et du coup, c'est ce qu'on proposera également à la vente lors de ce marché. Euh, on a des noix de coco qui, lors du ponçage, à la fin, elles vont être percées et donc on les a toujours conservées. Et du coup, on proposera également ce type de produit pour, pourquoi pas, faire des bijoux parce qu'on aura déjà des produits travaillés, il faudra juste les sculpter derrière. Donc voilà. Vanessa, le service de l'artisanat soutient, je suppose, tous ces acteurs locaux, ces préparateurs de matières premières. Tu nous parlais d'une mission dans les îles il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui permettent de les aider dans leur travail? Alors déjà, le service met à disposition des artisans qui ont la carte Rima Imaori et Ihi Rima Imaori, donc les experts comme Jean-Yves, des aides au développement de leur activité, donc des aides à l'achat de matières premières, à l'achat d'équipements. Et pour les structures associatives, on a également des subventions, donc sur l'année ou sur un projet qui va venir valoriser l'artisanat. Donc s'ils ont des formations, des actions de transmission, s'il y a également des événements qui tendent à valoriser toujours l'artisanat, le secteur, on peut venir subventionner ces actions. Et puis, dans la même idée, il y a ce marché dont on parle depuis le début, du 24 au 26 avril prochain, qui sera au jardin du musée de Tahiti et des îles. C'est la première fois que ça a été mis en place. Il y a eu des difficultés vis-à-vis de l'appel à candidature ou au contraire, c'est quelque chose que les artisans attendaient? C'est bien la première fois que ça va être mis en place, en Polynésie, à Tahiti. On a rencontré quelques petites difficultés, mais vraiment pas grand-chose parce que les inscriptions se faisaient un peu timides. En effet, il y avait eu un appel à candidature, mais après, quand on a relancé les inscriptions, il y a eu le nombre suffisant de participants pour l'événement. Donc là, il y a une trentaine d'exposants, une majorité de préparateurs en matières premières et fournisseurs de matières premières. Et on a même une petite délégation qui vient de Fatouiva, qui va venir avec des tapas de là-bas et du kumuhei, donc du vétiver, beaucoup de végétaux, etc. Et Valine, toi qui t'occupes d'une matière qui est assez rare, on le répète encore une fois, comment est-ce que tu vois ce marché? C'est important pour l'artisanat en général. Qu'est-ce que tu peux nous donner ton point de vue d'artisane? Ah oui, c'est très important, hein, parce qu'il faut valoriser tous les potirons, tout ça, les tiges de Montigny. Parce que moi, j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien montrer aux gens comment il faut préparer, comment il faut faire des couronnes de tête, comment il faut faire des couronnes de cou, de tout. Et puis ça permet aussi de transmettre ce savoir, Voilà, de pouvoir transmettre créer le des savoir, ateliers, par voilà, des exemple, ateliers, voilà. et de pouvoir mettre en lien toutes les différentes personnes qu'il y a autour de ce domaine. Jean-Yves, je t'ai rencontré il y a 5 ans, je crois, ça remonte un petit peu. Et je me souviens que la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit dès le début, la fibre, c'est compliqué à l'avoir. Aujourd'hui, on a ce marché des matières premières. C'est une continuité logique et puis ça permettra de faire bouger le milieu de l'artisanat traditionnel, tu penses? Oui, carrément, c'est bien, hein. Je suis content qu'ils aient organisé ce truc-là. Ça nous permet aussi à nous, ceux qui préparent les matières premières, de se rencontrer, de se voir, de pouvoir partager. C'est ça qui est bien pour moi. Qui est un peu la même question puisque on parle de distribution, d'aller chercher ces matières. Ton regard sur ce marché des matières premières? Je reviens sur ce que Jean-Yves a dit. C'est vraiment cette mise en relation, ce réseau aussi qu'on va pouvoir créer avec d'autres artisans. Pour nous, c'est une visibilité aussi parce que on reste contraint à ce qu'on fait, sauf que finalement, on s'en rend pas compte, mais on a de la matière première aussi à proposer. On n'a pas que nos bols en coco ou tous les ustensiles qu'on a. On a également toute cette préparation en amont qui est un peu masquée, qu'on voit pas. Et finalement, c'est le gros du boulot. Si tu n'as pas cette fibre-là, tu ne pourras pas arriver à avoir des bijoux derrière. Et on a cette grosse problématique aussi, et je tiens à souligner, on a également des fibres qui sont des fois importées. Donc, si derrière, les artisans, ils arrivent à trouver, juste à être mis en relation avec les bonnes personnes, on va réussir aussi à s'approvisionner en local et les artisans, ils n'auront plus d'excuses à se dire, il n'y en avait pas, je ne connaissais pas.
Là, au moins, ça permet de mettre en relation tout le monde. Justement, très rapidement, est-ce que tu peux nous parler du programme, Vanessa? Alors, on a prévu énormément de choses pour notamment les scolaires, mais aussi le grand public. Il y a des animations, il y aura des ateliers payants. On a une vingtaine, notamment sur le tapas, sur les fibres de Mautigny, c'est prévu aussi, sur les coquillages, les graines, toujours dans cette optique que le participant à l'atelier découvre la matière avant de la travailler Mhm. ou de créer un objet avec. Il y aura également des mini-conférences, dont une conférence sur le cocotier en lui-même. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un arbre de vie. Et c'est important au travers de cet événement de le mettre en avant aussi. Il y aura des conférences sur comment est travaillé les essences de bois, de pierre dans l'artisanat. L'os aussi sera mis en avant. Il y aura des tables rondes, notamment avec des professionnels du secteur sur des thématiques vraiment professionnelles comme la mise en place d'une centrale d'achat, par exemple, les pénuries de matière ou les espèces protégées aussi. Donc, énormément d'animations de ce type. Et enfin, il y aura aussi des démonstrations de 30 minutes effectuées par des artisans sur la fibre de Mautigny, mais il y aura également sur le bambou ou encore sur le haïho, Si le vous, roseau des montagnes. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous sur le site internet service-public.pf/a pour le service de l'artisanat qui ont aussi une page Facebook. Vous retrouverez toutes les informations service de l'artisanat traditionnel. C'est tout simple et on rappelle les dates pour cet événement le 24 et le 26, du 24 au 26 avril prochain, le premier marché des matières premières de l'artisanat traditionnel. Donc ça sera au jardin du musée de Tahiti et des îles. Maururu Metei d'être venu sur mon plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à toi, Harry. On se retrouve très bientôt, nous les amis, pour une nouvelle émission. En attendant, j'espère que vous avez noté le rendez-vous ce soir, 18h, votre V à Tahiti. Maururu Itotato Farerira, Trahoma, Pariana.